Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. Mais il est souvent difficile de faire le tri entre nos envies, nos intuitions et les injonctions familiales et sociétales. Alors comment définir ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, ce qui nous semble bon? Et comment s'affranchir de pratiques qui ne nous correspondent pas et affirmer nos choix? Bienvenue dans Tambali, le podcast qui vous invite à prendre le pouvoir sur votre parentalité. Je suis Alix Dien-Le-Rouge, doula au Sénégal et maman de 2 enfants. Je vous accueille sur le premier podcast qui explore les expériences de parents en Afrique de l'Ouest. À travers les récits de mes invités, vous serez amenés à réfléchir et à vous questionner pour définir le parent que vous voulez être. Grossesse, accouchement, postpartum, relations parents-enfants. Aucun sujet tabou, nous parlerons de tout. Tambali. Bonjour Yasmina. Bonjour Alix. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Eh bien très bien. Je suis très contente qu'on arrive à se voir pour discuter d'un sujet, je pense, assez important autour de l'alimentation et de l'éducation alimentaire. Je pense que c'est un sujet qui concerne vraiment tous les parents, peut-être en particulier les mamans qui sont plus en général en charge de ce volet-là. Oui. Déjà parce qu'il faut faire à manger 3 fois par jour, C'est ça. plus les goûter, etc. Que c'est parfois compliqué de se dire ok, j'ai envie de faire à manger équilibré, mais en même temps on n'a pas toujours le temps de ses ambitions. Non. Donc on essaye de concilier un peu entre Tant que faire se peut. praticité et manger sainement. Parfois on peut aussi avoir certaines croyances par rapport à ce qui est bon ou pas bon. L'alimentation évolue, le nombre de produits transformés aussi est de plus en plus abondant, donc c'est parfois difficile de s'y retrouver. Et puis en termes de politique publique, c'est vrai qu'ici au Sénégal, il y a moins de focus, en tout cas pour l'instant, sur la clarté de l'information, la composition des produits qui peuvent parfois rendre cet exercice un peu difficile. Compliqué, Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et aussi beaucoup d'inquiétudes peut-être des fois des parents de est-ce que je donne la bonne chose, est-ce que c'est bon pour la santé. Et donc toi tu as créé Vivre Mieux, le cabinet Vivre Mieux dont la devise est Manger mieux pour vivre mieux, tout simplement. qui vise vraiment à informer, communiquer, éduquer sur justement ce qu'est une alimentation saine et équilibrée, mais tout en avec cette volonté de conserver les habitudes alimentaires locales et de mettre en avant les produits du terroir. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur qui tu es, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à cette démarche et à créer le cabinet Vivre Mieux? Ok, merci beaucoup Alix et merci vraiment pour, à chaque fois je dis c'est des plateformes d'éducation en plus et donc merci de m'accueillir. Et Vivre Mieux, c'est parti tout simplement, moi je m'appelle Aïcha Jasmine Affal, Madame Dour, je suis nutritionniste spécialisée en diabétologie et promotion à la santé, d'où l'importance d'avoir créé ce cabinet ici au Sénégal parce qu'on se rend compte qu'il y a des manquements. Malheureusement, on n'a pas, ou même chez le médecin, on n'a pas toujours ce côté prévention. On va voir le médecin parce qu'on est malade et pas forcément parce qu'on veut éviter la maladie. Donc Vivre Mieux a été créé sur cette base-là. On veut éduquer, prévenir, communiquer, mais de manière simple et ludique sur l'alimentation saine, locale au plus, parce que on est au Sénégal, on ne va pas aller manger des choses d'ailleurs alors qu'on a tout qui pousse ici à côté. Donc l'idée, c'est que Vivre Mieux a été créé sur cette base-là. Il faut apporter aux populations une information qualitative pour que chacun puisse prendre en charge sa santé de manière responsable. Ça, c'est important. Et oui, je pense qu'on s'était rencontrés lors d'un panel, lors d'un forum de l'entrepreneuriat féminin. Et je pense qu'on s'est vite rendu compte qu'on avait ça en commun, cette volonté de transmettre, d'éduquer, d'informer, pour accompagner les gens qui puissent aussi être plus acteurs de leur santé. Et je pense qu'il y a des choses qu'on sait, mais qu'il est toujours important de rappeler. Est-ce que tu peux nous dire justement quel est le lien entre alimentation et santé? Alors, le lien, on peut pas les dissocier. L'alimentation est liée à la santé. D'ailleurs, Hippocrate disait que ton aliment soit ta première médecine. Donc, il faut pas qu'on se leurre. Pour avoir une bonne santé, une meilleure santé, ça passe forcément par une bonne alimentation. Malheureusement, une bonne alimentation
aux yeux des gens, c'est différent. Par exemple, quelqu'un va dire « j'ai bien mangé », c'est que je suis repu. « Les canabreg », je suis bien repu. Pour beaucoup, c'est ça, bien manger. Alors que bien manger cache beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dites ou pas forcément faciles à comprendre. D'où l'importance que Vivre mieux se pose, série genre, on va passer l'information pour que tout le monde finalement sache ce que c'est bien manger et que ce bien manger a des répercussions directes sur notre santé. Il y a ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, tout ce qui est diabète, hypertension, tout ce qui est maladies cardiovasculaires. Certains cancers sont liés à un grand pourcentage à notre mode alimentaire, à notre lifestyle aussi, notre mode de vie. Donc, Vivre mieux veut juste apporter l'information pour éviter ces maladies non transmissibles parfois je dis par l'absurde, mais par le simple, montrer bêtement que finalement c'est possible. Je fais des vidéos sur les réseaux, c'est justement pour que chacun puisse savoir qu'en fait c'est pas si compliqué. Donc l'idée c'est vraiment de remettre au goût du jour l'alimentation saine. Pourquoi ? Pour éviter de tomber malade pour quelque chose qu'on peut vraiment prévenir en fait. Et ça c'est intéressant parce que souvent on dit aujourd'hui finalement... l'espérance de vie augmente, les gens vivent plus longtemps, donc ça veut dire que globalement, on doit manger mieux. Mais est-ce que vraiment on mange mieux aujourd'hui qu'avant, d'après toi ? Je pense que l'espérance de vie augmente parce que les progrès de la médecine sont là, qui font qu'on peut être tenu en vie plus longtemps. On va dire ça comme ça, c'est cash, mais c'est la vérité. À côté de ça, il y a le choix. Je veux être en vie plus longtemps, en bonne santé ou être grabataire. Donc à partir du moment où on est conscient que la vie plus longue va avec la qualité de vie plus longue, on se donne les moyens. Vivre mieux va aider les populations à se donner les moyens de vivre mieux plus longtemps. Parce que malheureusement, tu l'as dit d'ailleurs, autant on vit plus longtemps, autant il y a beaucoup d'aliments, on consomme, on mange mal. Si on compare comment nos mamies, nos papis consommaient il y a 30, 40 ans, ça n'a rien à voir avec ce qu'on consomme aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les marchés sont ouverts à beaucoup plus de produits transformés, ultra transformés, qu'on consomme facilement, par facilité, mais ce n'est pas l'idéal. Donc oui, à côté de cette espérance de vie, il y a aussi au niveau nutritionnel des produits dont on peut se passer pour vivre mieux justement, mais qu'on consomme aisément. Donc voilà. Donc c'est ça effectivement, et de dire de faire la distinction entre vivre plus longtemps c'est une chose, vivre plus longtemps en bonne santé c'est mieux, parce que si c'est vivre pour être comme tu dis grabataire, il y a moins d'intérêt, en tout cas moins de possibilités de profiter de la vie pendant ces années-là. Et tu parles de produits transformés. Qu'est-ce qu'on appelle justement un produit transformé ou ultra transformé ? Alors c'est des produits qui ne sont pas simples. Par exemple, si je dois décrire ça, c'est un produit qui est passé en usine, et la plupart du temps, ces produits passés en usine sont riches en sel, en sucre et en gras. C'est principalement ce qui nous fait du mal, mais c'est ce qui nous donne envie de plus. On va se rendre compte que tout ce qui est trop salé, trop gras, trop sucré, on n'a jamais assez en fait. Le mental est fabriqué pour adorer ces produits. Les usines en profitent pour nous servir des produits trop riches en sel, trop riches en sucre, trop riches en gras pour vendre, mais c'est malheureusement pas bon pour notre santé. Et ces produits-là sont partout. Et c'est quoi, par exemple, les principaux produits transformés là, qu'on consomme dans notre quotidien au Sénégal et que tu déconseilles vraiment, par exemple ? Les chips, qui sont partout mais partout à des prix dérisoires, qui sont donnés facilement aux enfants. Oui, c'est beaucoup de goûters d'enfants. C'est ça. C'est les chips, beaucoup. En fait, le pain, on va aussi le mettre parce que, voilà, dans les manières d'être transformés aussi, c'est tout ce qui est chocolat, confiserie, gâteau, pâtisserie. On en prend trop. Et ça ne nous fait pas du bien. Même ne serait-ce que le chocolat du matin, la manière dont il est fait n'est pas le plus naturel. Donc, il faut qu'on essaie d'éviter au plus ces produits-là. À partir du moment que c'est bien emballé, c'est passé en usine et tout, faut essayer d'éviter. Avec modération, oui. De se dire, on donne à tous les goûters, on donne des chips. C'est pas un produit qui est sain pour la santé, quoi. Non, malheureusement, ça, c'est monnaie courante. Par exemple, on faisait de l'éducation dans une école. À la récréation, j'étais aberrée. C'était horrible de voir que presque tous les enfants avaient leur paquet de chips et leurs boissons, qui soi-disant sont des jus de fruits, mais il n'y a pas de fruits dans ces boissons. Donc, en qualité nutritive, ce que ça apporte à l'enfant, à part des crasses, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, il faudrait que nous, parents, nous, adultes, repensions. Mais finalement, qu'est-ce que mon enfant mange qui va lui apporter quelque chose ? Ces chips, ça n'apporte rien que de la crasse, en fait. Donc, il faudrait juste qu'on repense comment alimenter nos enfants différemment. Mais ces produits sont sur le marché, ils sont très accessibles, malheureusement, mais bon.
Et alors, c'est quoi les bases d'une alimentation saine, justement, si on se dit on veut donner le meilleur, je pense que c'est ce qu'on veut toujours faire en tant que parent. C'est quoi les grands principes? Quelles sont les bases d'une alimentation saine et équilibrée? Oui, alors en atelier, on discute souvent de la pyramide alimentaire, c'est le triangle alimentaire aussi. On va juste apprendre finalement de quoi on a besoin. Parce que manger, c'est bien, mais il faut manger ce dont on a besoin par rapport à on doit manger pour vivre et non vivre pour manger. Ici, au Sénégal, nous, Sénégalais, on aime vivre pour manger, alors que non, malheureusement, on doit manger pour vivre et tout se trouve dans une base. Pour faire apprendre aux enfants, pour que les enfants ou les adultes se réapproprient, il y a des outils qu'on utilise. Moi, j'utilise beaucoup le triangle alimentaire de Belgique. Et donc, dans ce triangle, on va voir par ordre d'importance. La base, ce sera une bonne hydratation. Et quand tu parles d'hydratation ici, on dit oui, je bois des jus, je bois du thé, je bois du coca, du truc, alors qu'on peut s'en passer. Et la base, c'est de l'eau. Chaque personne doit avoir une bonne base d'eau. Ensuite, après l'eau, sont les légumes, les fruits et légumes. Malheureusement, les gens vont se dire j'en prends. Ou parfois, c'est dans l'extrême, ils en prennent trop. C'est une base. Tout doit être équilibré. Même l'eau ne doit pas être en excès. Donc, une bonne hydratation, des fruits et légumes, des glucides. On a besoin de glucides, que ce soit du pain, que ce soit du riz, que ce soit du fonio, on en a besoin, donc il faut en consommer. Par contre, il faut les diversifier, pas tout le temps. Ensuite, des protéines, des bonnes protéines. Donc, elles vont se trouver dans tout ce qui est œufs, poissons, viande. Encore, il faut diversifier. Il ne faut pas juste choisir un et dire que cette semaine, je vais consommer des œufs tous les jours ou je donne des œufs tous les jours à mes enfants, ils ont des protéines. Non, il faut les diversifier et ça va faire que les enfants vont en tirer les nutriments. La graisse, on a besoin de graisse pour le cerveau, pour le développement, il faut des bonnes graisses. Donc, en fait, tout, pour avoir un équilibre, on vous l'apprend. On peut vous l'apprendre que ce soit en consultation, que ce soit en atelier, mais tout se trouve dans un outil pour que chacun, encore une fois, puisse se réapproprier l'affaire. Donc, voilà. Oui, je pense que ce que tu dis, c'est vraiment important dans la diversification et de ne pas avoir... Parce que c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de gens qui vont manger du riz tous les jours et ça peut avoir des conséquences digestives, ça a des conséquences sur la constipation. Il y a beaucoup de gens, alors c'est très tabou, mais qui souffrent d'hémorroïdes parce qu'en fait, ils ont trop de mal à aller aux toilettes et les gens ne font pas toujours le lien avec le riz. Non, ils ne font pas du tout le lien, que ce soit avec le riz, que ce soit les pâtes, que ce soit le pain. Une fois en consultation, malheureusement, j'avais une jeune fille qui avait limite 18 ans, je pense. Si je compte tout ce qu'elle mange dans la journée, elle se fait 7 repas. Oh, waouh! Donc, entre son petit déjeuner, le goûter à l'école, le deuxième goûter parfois, le repas. Avant le dîner, elle a encore un autre goûter, puis une autre petite collation et son vrai dîner, sans compter ce qu'on appelle ici le couchant. Les gens mangent mal. Et donc, sans se rendre compte, cette jeune fille, elle était en surpoids, elle avait un début de diabète à 18 ans, alors qu'avant, les diabètes de type 2, c'était à partir de 40 ans, c'était une maladie de dégénérescence, c'était avec l'âge. Mais là où il faut tirer la sonnette d'alarme, c'est que ce sont des jeunes enfants, nos enfants, qui arrivent avec des diabètes de type 2. Alors qu'on peut changer les choses. Et donc, comment changer les choses? C'est juste montrer qu'on doit faire mieux. On ne doit pas juste manger pour manger et on doit choisir ce qu'on mange. Que ce soit du riz, même si on choisit de manger tous les jours du riz, on peut l'accompagner d'autres choses que ce soit moins mauvais. On peut le cuisiner autrement. Si je prends le tiaboudjan, malheureusement, notre tiaboudjan boukhonk au Sénégal, il est très rouge avec des tomates qui sont concentrées, qui ne sont pas bien préparées. Elles sont frites dans l'huile. On a des modes de cuisson qui ne sont pas comme nos mamies, qui ne sont pas forcément sains. Et donc, il faut se réapproprier les bases des cuissons saines. On peut manger du riz tous les jours, oui, pourquoi pas, mais il faut changer, quoi. Donc, si je prends aujourd'hui du riz, je peux l'accompagner avec des légumes ou quand je cuisine mon tchèp, ne pas cuire tous mes légumes dans un liquide de cuisson pendant des heures. Mais nous, au Sénégal, on aime bien. Parce que c'est ça qui fait les steaks. Denis Baral, on va faire le goût, sortir le goût dedans, mais qualitativement, nutritionnellement, c'est pas le mieux. Et c'est pour ça qu'à Vivre Mieux, on va faire un atelier cuisine. On va juste montrer comment on cuisine du tchèp. Ça peut paraître bête, mais c'est se réapproprier les modes de cuisson sains pour des plats de chez nous. Et si tu remarques sur Vivre Mieux, j'ai déjà montré un tchèp à base de fonio. Ce sera un fonio djon au lieu d'avoir le tiaboudjan. C'est juste pour montrer que on peut diversifier son alimentation, on peut cuisiner autrement. Là, le début de la vidéo, j'ai juste montré les légumes et le poisson en train de bouillir. Mais ils n'étaient pas morts. Et quand je les ai servis, ils n'étaient pas morts non plus. Donc, il y a moyen de faire au mieux par rapport à notre alimentation. Qu'est-ce que tu veux dire? Pareil, le poisson n'était pas mort. Non, le poisson était mort. Le poisson était bien mort. Mais les légumes n'étaient pas... bien.
Mais les légumes n'étaient pas... les légumes n'étaient pas plongés dans un liquide pendant des heures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nutriments, en fait. Ouais, c'est ça, le fait de les plonger dans un liquide ou de les faire cuire. Il n'a pas sauté dans... Là, ça va trop loin. Le fait de les cuire trop longtemps, en fait, tu perds les nutriments, bonnes propriétés des légumes. Tu te retrouves avec des fibres, mais un donc, peu tu as de le fibres, goût, mais quoi. Pas la qualité. Tu manges tu vis pour manger, quoi. Tu manges pas pour vivre dans ce cas-là. Donc, il faut juste donc, qu'on dire le tiboulen, ça peut être une fois par semaine, de cette façon-là. Oui, et puis peut-être pourquoi après, pas. Et après, le cuisiner de manière plus saine. Par exemple, au lieu de laisser les légumes tremper jusqu'à ce qu'ils soient tout mous, par exemple, les retirer à mi-cuisson. Avoir des légumes croquants dans un tchèp, c'est très joli. Et c'est très sain aussi pour la santé. Donc, l'idée de vivre mieux, c'est juste de remontrer les méthodes simples. Beaucoup de gens, même maintenant, on me demande une vidéo sur comment préparer le fognon. Je vais la faire. Mais l'idée, c'est que les gens doivent s'intéresser d'abord aux produits et par curiosité, aller vers le fognon. Moi, je me suis installée. La dame à côté, elle ne connaissait pas le fognon. Je lui ai offert un jour le paquet. Je lui ai dit, vas-y, c'est comme ça. Et j'étais super fière quand elle m'appelle 2 jours après pour me dire, oui, j'ai fait ci, mais le résultat est là. Qu'est-ce que je peux changer? Là, je donne les petites astuces, là. Mais en réalité... on en a, là, non? Oui, on en a. Là, c'est du fognon. Et donc, maintenant, là où les gens disaient que le fognon est difficile à trouver, le fognon, maintenant, on le trouve dans tous les supermarchés. Il n'y a pas un supermarché où tu vas où il n'y a pas de fognon. Ou au pire, si tu n'arrives pas dans les supermarchés, tape sur Instagram fognon. Il y a plein de gens qui le vendent, le hashtag fognon existe et donc on peut en trouver partout. L'idée, c'est pas, il n'y a pas que le fognon. Est-ce que tu savais qu'on peut faire du nyankatang avec de la brisure de maïs, de mil? Non. Le central là qu'on utilise pour le lard. On peut en faire un nyankatang, une façon de nyankatang qui va super bien avec le yassa, super bien avec d'autres. Il y a plein d'alternatives. Il y a du chakri, il y a du nyebbe. Par exemple, est-ce que tu sais qu'on peut faire du couscous avec du nyebbe? Bah oui, j'imagine. C'est très bon. Et c'est super bon, c'est super sain, c'est facile. Et l'idée, c'est que nous avons plein de richesses. C'est ça. Hein. Oui, ça, c'est du nyebbe. Petits haricots, non? Oui, c'est comme des haricots. Mais un jour, on m'avait dit le nom. Mais je sais plus le nom exact. Mais c'est comme des petits haricots. Mais l'idée, c'est qu'on a plein d'alternatives pour diversifier. Que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le dîner, le repas, le déjeuner ou le dîner, on a des alternatives. Mais encore faudrait-il qu'on ait cette curiosité d'aller vers les produits de chez nous. Donc voilà. Et du coup, à quel moment ça s'est perdu? Parce que je regardais même, je crois que c'était un reportage à Kédougou, quelque chose comme ça, et effectivement, j'avais vu qu'ils faisaient du yassa, mais qui n'était pas du tout le yassa qu'on voit. Enfin, c'était du yassa, mais c'était cuisiné différemment, avec moins d'oignons, plus d'autres choses. Je crois que c'était accompagné de fognon ou de mil, enfin, vraiment pas de riz en tout cas. Non. Et donc, en fait, je pense que c'est peut-être aussi le fait d'être dans la capitale qui augmente parce qu'il y a une disponibilité d'autres produits. C'est ça. Et parfois, malheureusement aussi, les produits importés sont moins chers. Oui, plus accessibles. Les riz importés sont moins chers que le riz du fleuve. Donc, il y a peut-être aussi cette question d'accessibilité. Oui. Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi une question d'éducation. Finalement, il y a des connaissances sur la diversité des produits qui s'est perdue. Et moi, je dis, quand je fais tout ça, ma mère me dit, mais d'où est-ce que tu connais tout ça? Parce que ça vient pas d'elle, en fait. La réalité, c'est qu'il y a eu un break dans le passage d'informations, que ce soit ma grand-mère, que ce soit même du côté de mon père, il est super surpris quand je fais tout ça. Et donc, il se dit, mais où est-ce qu'elle connaît ça? Il y a juste eu un break dans l'information, je sais pas. Moi, quand je vois ma grand-mère, elle faisait des choses géniales avec juste du nyebbe, quoi. Parce que finalement, on n'avait pas les ressources d'acheter le riz, on trouvait ce qu'il y avait. Le nyebbe, on te l'offre du village, tu en as plein. Et donc, tu fais ce que tu peux avec. Donc, l'idée, c'est que je pense qu'il y a eu un break. Il y a eu une cassure dans l'information de nos parents à nous ou de nos grands-parents à nos parents, parce que c'est la modernisation qu'il fallait vite chercher à manger. Si tu cherches dans les temps, je parle pour moi, on est dans la dévaluation d'Abdou Diouf où tout était devenu différent. Donc, je pense qu'il y a eu une cassure. Il y a une cassure. Exactement où, je ne sais pas, mais il y a une cassure. Et peut-être aussi que les femmes travaillent... Enfin, les femmes, je pense qu'elles ont toujours travaillé dans la vie domestique et puis même dans les champs, toujours eu différentes activités. Mais peut-être le fait aussi que les femmes fassent des études et des travaux de bureau, des horaires soient moins peut-être présentes, fait qu'on a cherché aussi la facilité, plus de produits transformés. Enfin, les hommes peuvent cuisiner aussi, mais bon, on va contextualiser. Forcé de constater que quand même, ça reste quand même une affaire de femmes plus. Et
Tu parlais justement du pain. On entend de plus en plus parler d'intolérance au gluten. Alors, il y en a qui disent que c'est une réalité. Il y en a qui disent que c'est un peu fantasmé, que maintenant tout le monde serait intolérant, alors qu'en fait, non. Et ce que j'avais entendu dire, en tout cas, c'est que le pain d'aujourd'hui, pareil, c'est pas le pain d'hier. On a des farines qui sont plus transformées. On a peut-être une concentration de gluten qui est plus importante et qui fait que c'est ça en fait, on va moins bien le digérer aussi. Est-ce que toi, tu as noté justement vraiment peut-être une recrudescence de cette fameuse intolérance au gluten? Comment ça se traduit et dans quels produits on le trouve exactement? Et donc oui, les intolérances au gluten, il y en a. On appelle ça plus des maladies cœliaques. Ça se traite et donc ça a toujours existé. Maintenant que de dire que oui, le gluten a changé, oui, il y a eu des changements. Les transformations sont plus virulentes. Il y a même des recherches qui disent que c'est le gluten qu'on avait avant-guerre et après-guerre, c'est pas la même chose. Donc oui, il y a des changements. Donc si vous sentez que vous avez peut-être des intolérances au gluten, il faut aller voir un médecin qui va faire des tests sanguins et des biopsies. On peut voir au niveau de l'intestin si c'est réellement. Mais il ne faut pas se lever du jour au lendemain et dire que je suis intolérant au gluten, alors qu'il n'y a pas réellement de signes. Ou peut-être il y a des signes, mais qu'il y ait un verdict médical. Je ne sais pas si verdict est le bon terme. Un diagnostic. Mais un diagnostic médical, voilà. Exactement. Et donc, dans quel produit on trouve du gluten? On parlait du pain. Dans tout ce qui est du blé. Dans du pain, des céréales. Il y a beaucoup de céréales qui sont... Partout où il y a du blé, les petits pains, les pains de mie. Il y a ce matin, on me dit, le pain de mie, pain complet, tout c'est la même chose. Il y a du blé dedans, donc dans tout ce qu'il y a du blé. C'est vrai que le pain complet va être moins raffiné, mais ça reste une base de blé. C'est pour ça que finalement, partout. Même le tiéré par rapport à la semoule de blé, c'est intéressant parce que dans le tiéré, il n'y a pas de gluten. Il n'y a pas. Dans le fonio, il n'y en a pas. Dans le maïs, il n'y en a pas. Donc quand c'est diversification, c'est aussi ça. Si on mange un jour pâte, un jour semoule de blé, en fait, c'est quand même du gluten. Tout le temps, malheureusement. Pas tant diversifié que ça. Non, ils n'ont pas diversifié. Ils prennent du pain, du riz. Dans le riz, non, il n'y a pas de gluten. Mais ils vont prendre beaucoup de pain, beaucoup de pâtes, tout le temps, tous les jours. Et donc, oui, le fait de n'avoir pas diversifié peut emmener des signes qui pourraient faire penser à une maladie cœliaque. Mais ça ne l'est pas. Donc, il faut vraiment se retourner vers un professionnel de la santé qui va réellement dire si c'est le cas ou pas. Et après, ce qui est intéressant aussi, quand on parle justement des professionnels de santé, on est quand même globalement, à part, je pense, peut-être en Asie, où il y a une approche un peu différente, et peut-être dans le Sénégal d'avant et l'Afrique d'avant, maintenant on est plutôt dans une médecine curative que préventive. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des troubles qui apparaissent et puis on va trouver comment les traiter. Et parfois, finalement, effectivement, le fait d'aller chez le médecin, on va peut-être trouver des solutions à un problème qui est déjà là. Donc tu mentionnais justement le fait qu'il fallait un diagnostic médical. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans une approche de la médecine qui est curative et non préventive. C'est-à-dire que oui, on peut compter sur les médecins pour soigner un certain nombre de troubles, et tant mieux. Mais la clé, justement, et surtout vis-à-vis de nos enfants, c'est de se dire comment on prévient ces conditions, ces maladies, ces troubles-là, pour rester en bonne santé le plus longtemps possible et même pas avoir besoin ou le moins possible, de cette approche plus curative. Et il y a autre chose aussi dont j'entends pas mal parler au niveau des troubles digestifs ou même parfois des problèmes de peau, etc. C'est le rôle du lait et du lactose. Et visiblement, il y aurait beaucoup plus de personnes intolérantes au lactose que ce qu'on pense. Et peut-être des gens qui ont des troubles et en fait, ça viendrait du lait dans leur alimentation. Et c'est vrai qu'ici, il y a quand même beaucoup de choses à base de lait, que ce soit le lait, les yaourts, tout ce qui est so, chakri, fondé, il y a beaucoup de produits lactés, surtout dans les desserts, etc. Et donc, est-ce que toi, tu as constaté dans ta pratique ou dans tes consultations qu'il y avait peut-être effectivement des gens qui avaient des soucis de digestion liés à ce lactose-là? Alors, c'est pas que dans ma pratique, c'est reconnu qu'environ 80%, même plus, en Afrique de l'Ouest, 80% des adultes africains ont une intolérance ou supportent moins bien le lactose. À part les Peuls. Peut-être les 20% c'est tout. Les 20% c'est les Peuls. Les 20% c'est... Et donc l'idée c'est que, ce qui est dit c'est que le lactose est bien digéré tant qu'on est enfant, dans l'enfance, parce que on doit digérer le lait de la maman jusqu'à... Il y en a qui disent jusqu'à 2 ans, moi je pense que ça va jusqu'à un peu plus après les 2 ans. Et donc on digère bien le lait quand on est enfant, mais une fois adulte, on n'a plus ce gène-là qui permet de digérer le lait. Donc le lactose est devient indigeste et donc fatalement ça crée des ballonnements ou des problèmes de digestion qu'on voit beaucoup, dont les gens se plaignent parce que finalement maintenant les gens sont plus conscients.
Avant, ça pouvait passer comme ça. Oui, j'ai le ventre ballonné, j'ai un gros ventre, ça ne dérange pas. Mais maintenant, le physique est tellement important que si on a un gros ventre, on se dit comment je vais remédier si j'ai... Voilà. Donc oui, maintenant, mais c'est vrai, c'est un fait. Et quand on remarque, dans beaucoup de consultations, beaucoup de gens vont dire que j'ai ci, j'ai ça, je suis toujours ballonnée, j'arrive pas à digérer, j'ai une stase, tout ça. Et on se rend compte que les gens consomment beaucoup de lait. Même dans les politiques nutritionnelles, on va vous dire que oui, vous avez besoin de protéines. Les protéines se trouvent dans le lait, des enfants et tout, mais aussi grand. Par exemple, à Marc Saint-Calais, une fois pendant la séance d'éducation, on dit aux gens, consommez du lait. Alors que pas forcément. Donc il y a plein d'alternatives au lait qui sont excellentes. Si on doit remplacer le calcium, il y a le bouilli. Par exemple, le fruit de baobab qui est très très riche. Il y a des alternatives qui sont présentes qu'on peut juste éviter, mais malheureusement, qu'on peut juste utiliser, mais malheureusement, les gens ne sont pas toujours conscients et ils ne sont pas toujours conscients que c'est lié au lactose. Mais oui, le lactose, c'est beaucoup de dégâts. Mais c'est aussi des questions d'habitude parce que, par exemple, il y a des gens qui vont consommer du tchakri ou du fondé le soir ou au petit déjeuner, justement, pour remplacer le pain, etc. Oui. Et comment on fait ça sans lait? En fait, on peut en consommer, mais pas tous les jours. Le souci, c'est que des gens consomment d'énormes quantités de lait, alors qu'on ne les digère pas bien. Si ça reste au petit bol de tchakri, mais vraiment pas grand bol des djagnes et des gnans qui vont suivre la vie. Si on prend le fondé au matin, on peut tout à fait ne pas mettre du lait du tout et utiliser le fruit du baobab, le bouilli, que ce soit en poudre. En poudre, c'est beaucoup plus simple. Il y a plein de transformateurs qui le font maintenant. Tu mets une cuillère, tu as exactement même plus de calcium que du lait. C'est vrai que dans le bouilli, il y a plus de calcium que le lait. Oui. C'est vrai. Donc il faut vraiment qu'on s'ouvre à des alternatives, qu'on se réapproprie nos produits de chez nous, quoi. Et donc pourquoi, effectivement, c'est aussi très important de privilégier les produits locaux par rapport à des produits importés? Est-ce que c'est parce que le trajet aussi peut détériorer les nutriments? Est-ce que c'est parce que nos organismes, bon, peut-être pas le mien du coup, mais sont plus adaptés à consommer ce qui est local. Quels sont pour toi vraiment les atouts de consommer des produits locaux? Alors, le premier atout, comme tu l'as dit, oui, ça ne prend pas l'avion. Donc, le carbon footprint, il est réduit. Donc, l'empreinte carbone, il n'y en a pas si tu consommes des produits de chez toi. Déjà, on va préserver l'environnement. Mais aussi, ce qui pousse, c'est chez nous et mieux pour nous au moment où ça pousse. Donc, que ce soit qualité nutritionnelle, ça, c'est dans la médecine prophétique. On peut se soigner avec tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, on n'a pas besoin de traverser, d'aller chercher trop loin. Au Sénégal, j'adore un terme qui s'appelle djegani, le fait d'aller chercher trop loin des aliments qu'on trouve ici, en fait. Ou qu'on ne trouve pas forcément ici, mais qu'on trouve l'équivalent en mieux. Parce que ça pousse chez nous et c'est pour nous. Donc, il faut déjà se rendre compte que les aliments locaux et de saison sont meilleurs pour notre santé. Ils poussent au moment où on en a le plus besoin, comme je prends l'exemple de la pastèque très souvent. Quand il fait chaud, qu'on a besoin de s'hydrater, c'est là qu'on voit des pastèques à foison. C'est pas pour rien. Donc il faut juste se repenser que je dois manger mieux, consommer local, oui, pour l'économie aussi, parce que ça aide la petite dame du quartier quand je vais acheter ses menthes que d'aller aller plus loin chercher les menthes d'ailleurs. Donc il faut remettre au milieu que manger mieux, c'est mieux pour notre santé, mieux pour notre alimentation, mieux pour l'environnement et mieux pour l'économie du pays. Donc il ne faut pas hésiter. C'est ça, et c'est vrai qu'il y a beaucoup même de trésors qu'on trouve ici, et quand on voit par exemple, c'est la saison des mangues, toutes ces mangues qui pourrissent au sol, ça fait mal au cœur aussi, mais pourtant il y a moyen, et les producteurs devraient faire au mieux. Par exemple, il y a 10 ans, je dirais il y a 15 ans, il n'y avait pas de tchakri de mangue. Tu vois ce que c'est? Et donc c'est les dames qui utilisent la purée de mangue. Au lieu que ça se gâte, elles en font de la purée et elles utilisent ça avec de la farine de maïs pour avoir un tchakri de mangue. Ça se conserve des années, c'est très pratique et tu retrouves le goût de la mangue tout au long de l'année en fait. Donc il faut que les gens s'ouvrent à nos produits de chez nous et ils les transforment. Et ça, je pense qu'il y a un travail qui est de plus en plus fait. Il y a beaucoup de GIE qui s'ouvrent à transformer les produits locaux pour pouvoir les garder. La mangue séchée. C'est ça, il y en a plein. Pour pouvoir les garder plus longtemps, les utiliser, que ça ne se gâte pas et qu'on les consomme quand même. Donc il faut juste qu'on s'ouvre. Encore une fois. Et sur les épices, justement, parce que ça aussi, il y a beaucoup de débats autour des cubes, du bouillon, de l'aromagie, enfin des choses qu'on utilise de manière quotidienne. Et en disant, finalement, ce qui fait le plat, ça va être le no-cost, mais qu'on peut faire sans ça. Et d'avoir un retour plus aussi aux épices, herbes locales. Du temps de nos mamies, il n'y avait pas autant de bouillon. Et les bouillons, malheureusement, même si oui, ça va, c'est un exhausteur de goût, mais qu'est-ce qui va exhauster le goût dedans ?
C'est le sel, le sucre, le gras. Il y a beaucoup plus de sel que dans les normes dans un seul cube de bouillon. Je ne sais plus les pourcentages, mais c'est énorme. Et parfois, dans les foyers, on en met 2, 3, 4, parfois des quantités astronomiques et on rajoute du sel. Donc, on se retrouve à manger très, très salé. Le sel, c'est pas bon pour les maladies cardiovasculaires. C'est pas bon pour notre santé, mais on y va. On va beaucoup. Il y a aussi du glutamate monosodique. Dans tous les bouillons, c'est cet exhausteur de goût qui va te donner rien que le nom, tu te dis... mais les gens le consomment. Et malheureusement, tout ce qui est hypertension artérielle, les chiffres, c'est des maladies non transmissibles qui sont là dans l'alimentation. Comment ne pas utiliser de bouillon? Si tu n'utilises pas le bouillon dans les familles, là, tu es folle. Tu sors d'où? Alors que finalement, on peut manger sainement sans utiliser de bouillon. Je t'ai montré tout à l'heure, je fais pousser plein d'arômes des plantes que je vais juste piler, mettre dans mes... Tu ne sens pas le manque de bouillon. Ouais. Mais en fait, il faut juste qu'on aille vers ces produits-là, qu'on se dise qu'on peut bien vivre sans bouillon et je peux avoir une recette, une cuisine tip-top, très djangé à la sénégalaise, sans mettre un seul bouillon. Rien que pour notre santé, en fait. Ouais. Mais les médias utilisent beaucoup le fait que oui, on peut en mettre un seul. Ils disent maintenant des normes. On peut mettre un seul pour 1 kilo, mais il ne faut pas rajouter de sel, mais aller dans les foyers des gens. En vrai, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, il faut juste qu'on se dise qu'on peut s'en passer. On n'en a pas besoin. Et tout ce qu'il y a dedans n'est pas le plus sain. C'est très artificiel. Et là encore, c'est une question d'habitude. Parce que, effectivement, si tu vas faire ce genre de plat, on va dire tu t'es tout avisé là. Oui. Alors que... il n'y a plus de goût. Et les gens ne se rendent même plus compte. Moi, je reçois ici, je mets pas de bouillon. Mais c'est quand mon mari leur dit, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de bouillon? Ils sont là, ils sont choqués. Ouais. Parce que le goût y est sans qu'il y ait d'additifs, en fait. Et c'est une question effectivement aussi d'habitude alimentaire, parce que plus on est acculturé à très salé, très pimenté, très sucré, très tout, au plus on en a besoin, et au moins on s'y habitue, même dans l'enfance, au cours de la vie, etc., au plus même on va... Moi je sais que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que mon père maintenant suit un régime sans sel pour des raisons de santé, et en fait, du coup, voilà, pas le choix, ici il est fait, et en fait maintenant dès qu'il goûte des produits, mais même pas tant transformés, genre une ratatouille en conserve, ça reste des légumes, etc., mais en fait il peut plus manger ça, c'est tellement salé. Et c'est vrai que quand on est habitué à en consommer quotidiennement, on se rend plus compte. Et lui qui ne consomme plus de sel, à chaque fois il me dit mais ça c'est impossible. J'adore l'exemple parce que c'est l'exemple que je fais souvent en éducation. Tu vois, le diabète c'est lié à une surconsommation de sucre, le diabète de type 2, de sucre ou de produits qui ramènent du sucre dans l'organisme. Et donc un jour, j'avais un monsieur qui est venu, et donc dans l'éducation, on discute de il a un diabète à plus de 4, c'était horrible, et donc il fallait tout changer vite, sinon il allait avoir des répercussions. Et donc comment tu changes ça pour quelqu'un qui est habitué? Et donc au départ, la dame à l'éducation, elle lui dit « Non, faut arrêter le sucre, faut arrêter. » Mais pardon, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, il faut réhabituer son goût à un moins sucré. Et ça, je dis ça pour tout le monde. Quand tu es conscient que, attention, je consomme trop de sucre, l'OMS dit 25 grammes de sucre par jour, et toi, tu es à... Rien qu'au petit déjeuner, tu as 40 grammes de sucre. Tu sais qu'il y a un problème. Donc, l'idée, c'est que tu dois réduire ton sucre, être conscient que je dois le diminuer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait de manière progressive. Et le jour où, par exemple, cette personne, elle consommait 7 morceaux de sucre dans son verre de café, je rigole, mais c'est juste horrible. Donc, on est à plus de 35 grammes de sucre dans son café, pour un diabétique déjà. Donc, il n'a jamais connu le goût du café. Non, il connaît le sucre au café, quoi. C'est ça. Le sucre aromatisé au café, le sirop de sucre aromatisé au café. Non, et le truc, c'est que je peux pas dire à cette personne, arrête le sucre. Il connaît rien d'autre que ça. C'est pareil pour les enfants, ils connaissent rien. Mais quand tu réduis, tu lui dis, cette semaine, on va faire 6 sucres. Il se force à faire 6 sucres. C'est horrible de dire 6 sucres dans un café, mais on y arrive à dire ça. La semaine prochaine, 5. La semaine d'après, 4. Progressivement, à cette même personne, tu lui remets une tasse avec 7 sucres, c'est écœurant. Donc en fait, on doit tous faire le travail d'habituer son goût à un moins et pas forcément d'aller chercher des alternatives. Les alternatives sont là, il y en a beaucoup. Et ce qu'on appelle sucre de diabète, il y en a partout. Mais l'idée, c'est déjà d'habituer son palais à un moins sucré. Comme le sel, c'est pareil. Ton papa, il s'est habitué à un moins salé. Quand tu lui remets une ratatouille en conserve avec le nombre de sel qu'il y a dans ces conserves, il se dit, mais horrible, je mangeais ça à l'aise, alors que finalement pas. Mais donc c'est tout un travail que chacun peut faire du confort de chez soi. Et donc sur les réseaux, je fais souvent des challenges au sucre, je veux juste que les gens tiltent avant qu'il y ait la maladie, le déclic l'épée de Damoclès, je vais avoir un diabète. Au lieu d'attendre que cette épée tombe, finalement tu dis, mais on peut tous faire mieux. Et ça, c'est un vrai sujet aussi parce que
justement, je regardais une vidéo, il disait finalement nos enfants, avant l'âge de 5 ans, ils vont consommer autant de sucre que nos grands-parents dans toute leur vie. Tellement ils sont exposés au sucre, aux produits transformés, etc. Et c'est vrai que c'est pour ça que maintenant on dit qu'avant 2 ans, normalement, un enfant n'a pas besoin de sucre du tout. Mais il y a eu tellement de lobbying, je pense, dans notre génération, la génération de nos parents, sur le sucre c'est l'énergie, le sucre c'est la santé, que les enfants qui mangent du sucre, en plus, il y a ce côté, on va dire, genre, c'est pas grave, c'est un enfant, laisse-le, toi aussi, t'as mangé du sucre et t'es en bonne santé. Et t'es là aujourd'hui. Et c'est vrai que cette éducation au sucre, c'est un vrai challenge, je pense, pour les parents. Déjà, les parents qui ont habitué leurs enfants, c'est difficile de les sevrer. Les parents qui essayent de faire sans, il y a les grands-parents derrière qui sont pas toujours... Ils sont pas contents, on est d'accord. Très conciliants. Mais quels sont vraiment les... Parce que moi, j'ai l'impression que mes filles, quand elles consomment du sucre, surtout passé une certaine heure, après, je vois dans leur comportement, elles ont des comportements qui ne sont pas normaux. D'excité. Une surexcitation, des surréactions pour rien. Et au dernier moment, je me disais, mais qu'est-ce qui leur arrive? Et après, en fait, j'ai vraiment fait le lien et je constate vraiment que quand elles consomment du sucre, bonbons, chocolat, etc. au goûter, ma soirée, elle est foutue. C'est ça, avant une soirée. Mais tu vois, tu fais le calcul de... Beaucoup de gens ne se rendent pas compte et beaucoup de gens ne sont même pas proches des enfants pour se rendre compte. Donc déjà, ça, il faut être conscient que ce qu'on donne à nos enfants a des répercussions. Si je prends un exemple simple, les grands-parents. Mon fils est beaucoup chez mon papa quand je suis occupée. Et donc, hier, j'étais super fière quand je vais chez mon père. Il a des chips sur la table. C'est pas grave, j'arrête de parler. Mais la différence, c'est qu'il a été chercher des chips de vraies pommes de terre. Pas des chips surtransformées qu'on vend, pas des... Je vais pas dire de marque, mais... Parce qu'il y a des chips de pas pommes de terre. Oui, c'est pas des pommes de terre qu'on va à la boutique. D'accord. Est-ce qu'on a envie de savoir ce que c'est? Non, et donc là, à la grosse différence, j'étais contente de voir l'assiette de chips pour mon fils, mais au moins c'était des vraies pommes de terre. Et mon père a dit, c'est des chips, mais c'est des vraies pommes de terre cette fois. Et donc il y a un travail qui est fait, ils deviennent plus conscients. Et je pense qu'on doit le faire, on ne doit pas hésiter à le dire. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour même les mamans, les personnes, on ne doit pas... En fait, là où le bas blesse, c'est qu'en médecine, les médecins, les infirmières, moi de base, ma formation de base c'était infirmière, on ne prend plus le temps d'éduquer. Et ça c'est dommage. Et donc quand je venais souvent à Dakar, et donc une fois j'ai été chez le médecin, il m'écrit une tartine de médicaments à prendre, je pense que j'avais la malaria et j'étais enceinte, donc il m'a écrit plein de choses, et au moment où j'ai eu la curiosité de demander mais finalement vous m'avez prescrit quoi ? Le gars a pété un câble. Il était énervé parce qu'il n'avait pas le temps. Sa salle d'attente était pleine. Donc, je veux me soigner, j'ai qu'à prendre ça. Mais oui, l'éducation. Et donc, de là, je me suis dit, si c'est partout comme ça, si c'est pour tout le monde comme ça, c'est dommage. Et moi, je suis avertie. Je sais lire mon ordonnance, je sais ce que je vais prendre, ce que je ne vais pas prendre. Malheureusement, je ne pouvais pas faire confiance à quelqu'un qui me répondait comme ça. Donc, un personnel averti peut. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Et donc, l'éducation à la santé, c'est tout le temps. Il ne faut pas hésiter. Les grands-parents, même s'ils disent « Oui, tu as bien mangé du sucre », mais on peut faire mieux. Et même eux se rendent compte aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas toujours les mieux portants. C'est ça. donc, en fait, on peut toujours leur faire voir le miroir dans l'autre sens. On peut leur dire que oui, on peut toujours refléter quelque chose qui va faire qu'ils vont changer les choses. Et moi, l'exemple de mon papa, c'était l'exemple le plus criant et c'était hier, quoi. Donc, il y a moyen de faire mieux. Et dans l'éducation, c'est... Et ce que tu dis, l'éducation, moi je le vois aussi dans mon métier. Moi, une première chose que je dis aux parents que j'accompagne, c'est en fait, vous pourrez me poser toutes les questions que vous n'avez pas eu le temps de poser à votre gynéco, à votre sage-femme, ou vous n'avez pas osé poser aussi, parce que des fois, on ne sait pas trop comment ça va être reçu, ou on a peur de... Voilà. Et ce temps de l'éducation, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est vrai que, le contexte aussi fait que les médecins aujourd'hui n'ont pas forcément ce temps-là. Et il faut trouver ses propres ressources ailleurs. Et ce que tu dis effectivement sur l'évolution des habitudes, moi je le vois aussi avec mon mari quand on s'est rencontrés, il sucrait son café et son thé. Et moi je ne l'ai jamais fait parce que dans ma famille ça ne se fait pas. Non, on n'a pas besoin normalement. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai des habitudes de ça parce qu'au début il me disait le thé comme ça là et tout ça. On n'est pas malade. Aujourd'hui, tu lui proposes de mettre un sucre dans son café, mais bon, il boit de la taïa quand même, il reste sénégalais. Mais à petite dose, quoi. Mais voilà, même un sucre dans le café et tout, c'est pas possible. Donc c'est vraiment une question d'habitude et à tout âge, on peut se réhabituer, mais c'est vrai que plus on prend les bonnes habitudes dès l'enfance, plus ce sera facile. Mieux c'est. Et donc, c'est quoi les clés justement pour
pour donner des bonnes habitudes alimentaires à nos enfants. J'imagine que déjà, il y a l'exemplarité. Oui, montrer par l'absurde, montrer que c'est possible, en fait. L'autre jour, je fais du jus de pamplemousse à ma fille, la deuxième. Et donc, j'ajoute un morceau de sucre parce que je trouve le pamplemousse que c'est sûr pour elle, quoi. Donc, j'ajoute. Elle me dit, mais ça, c'est pas du vivre mieux, hein. Sur le coup, je dis, oui, mais c'est pour vous. Je mets un sucre pour que ce soit moins amer. Et donc, sur le coup, je dis, bah, ça, c'est que ça passe. L'info passe. C'est comme, on était partis à la Tabaski chez son papy. Et la dame qui cuisinait avait un paquet de bouillon. Ma fille qui rentre dans la cuisine, elle court. Elle me dit, maman, il y a un problème. Non, elle a dit, il y a un grand problème. Son papy était là, mon mari, il y avait beaucoup de monde, quoi. Elle me dit, elle a acheté des cubes. Je me dis pas la marque, mais elle va mettre du... Je me dis, oui, mais c'est pas grave, c'est une fois de temps en temps. C'est ça. Oublie. En fait, il faut leur montrer. Ouais. Et on voit que tout ce qu'on montre aux enfants, ça reste pour... mais il y avait ce proverbe aussi qui dit, pour éduquer un peuple, il faut passer par une femme, montrer, faire. Moi, les ateliers avec les femmes, j'adore ça. Pourquoi ? Parce que tu leur montres que c'est faisable, c'est pas si compliqué. Quand je parle du fogno, la plupart du temps, on dit non, il faut tobap, c'est affaire de tobap. Alors que non, ça vient de chez nous. Ouais. Ou on dit que c'est trop compliqué parce qu'il faut taille. C'est taille, c'est passé au couscoussier. Et donc, il faut le faire plusieurs fois, mais on le fait bien avec le couscous. Ouais. Donc, en fait, c'est montrer par l'absurde que c'est possible. Quand j'ai commencé mes vidéos sur Vivre Mieux, ça partait de là. Hein. Je dis que, moi, la grève des pains, là, un jour, on m'a parlé qu'il y a la grève de la boulangerie. J'ai dit, ça dure depuis combien de temps ? Ils m'ont dit, c'est depuis la semaine passée. Yégoulou, quoi, tu n'es pas au courant. Je dis, ah ben non. Je mange pas de pain tous les jours, quoi. Le pain, c'est occasionnel. Imagine qu'aujourd'hui, pour la vidéo de croissant, j'ai été chercher au croissant. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai pas été à la boulangerie chercher des croissants. Donc, on peut s'en passer parce qu'on a tout. Et il faut montrer aux enfants que c'est possible. Moi, les brunchs de dimanche matin, mes filles savent. Soit c'est lard, soit c'est fondé. Je prends le temps de leur préparer autre chose que ce qu'elles ont l'habitude de voir à l'école ou des pains ou du truc. C'est qu'on doit juste leur montrer que c'est possible. Et avec les enfants, c'est une mine, quoi. Il y a plein de choses à faire. On devrait le faire dans les écoles, on devrait le faire partout. On devrait juste leur montrer que c'est possible de manger mieux, c'est possible de manger autrement que comme on nous a drillé, quoi. Et dans les brunchs, il y a le moringa aussi. Ah, Nebelaï. Une vidéo de ma fille aussi. Oui. T'as vu qu'elle pouvait plus du moringa. Oh, c'est comme mon mari. Donc, je mets du moringa partout. Mais moi, j'adore le moringa. Alors, c'est quoi les vertus du moringa ? C'est excellent. Au lieu d'aller chercher les vitamines à la pharmacie, les pharmaciens, je gage votre business, pardon. Mais au lieu d'aller chercher les vitamines à la pharmacie, une cuillère à café même de moringa par jour, ça te donne tous les acides aminés, les vitamines dont tu as besoin. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs ? Donc, finalement, j'en ai fait trop avec mes enfants qui maintenant, au lieu de boire du thé, dès qu'elle sait qu'il y a du moringa dedans, elle dit Mon mari, c'est pareil. Il veut plus voir le moringa que dans le tiaremboum. Là, il veut bien, mais sinon, le restant, à petite dose. Le jour où je lui fais du thé au moringa, je dis ah, c'est bon ? Il dit oui, c'est très bon. Je dis bon, ok. Je n'ai pas dit ce qu'il y avait dedans. Et il s'habitue. Mais ça, c'est vrai parce que moi, quand je suis arrivée au Sénégal, ma fille avait une toux persistante. Oui. On avait fait des examens, on avait même des scanners ou je sais pas. On avait éliminé l'asthme, on savait vraiment pas ce qu'elle avait. D'où ça venait, oui. D'où ça venait et c'était vraiment persistant depuis la France. On se dit bon, peut-être l'hiver, elle arrive au Sénégal, ça continue. Oui. Et ce qui est fou, c'est que donc 3-4 mois après qu'on se soit installés, ma mère vient nous voir en vacances. Et elle me dit, écoute, je pense que tu t'es habituée à voir ta fille tousser tout le temps, mais c'est quand même pas normal. Donc, à un moment donné, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ma mère, elle est assez sur la phytothérapie, les plantes, les huiles essentielles, etc. Elle me dit, je suis sûre qu'il y a des trucs ici. Donc, elle cherche sur Internet. Ma mère, qui vient de France, qui vient ici, elle cherche sur Internet. Et elle me dit, apparemment, le Nguer, c'est bon. Le Nguer, c'est excellent pour tout ce qui est. Donc, je dis ça à mon beau-père, il me dit, il y en a dans le jardin. Je dis, ah, oh, c'est trop bien ça. Ça, c'est excellent. On lui a fait des tisanes de Nguer. Et ça part. Tous les jours. C'est fini. Non, elle toussait plus. On avait donné même de la cortisone, des trucs forts. Oui, malheureusement. Et ça revenait tout le temps. Tout pousse autour de chez nous. Tisane de Nguer. Et les gens ne savent pas. Donc ma fille s'est habituée au Nguer. Oui. Parce qu'au début, donc on met du miel quand même pour sucrer et tout. Du miel, oui. Et maintenant, elle réclame. Dès qu'elle sent, maman, il me faut mon Nguer. Il me faut mon Nguer. Ça, c'est excellent. Le matin, en fait. tisane Nguer menthe. Elles veulent leur tisane pour partir à l'école. C'est excellent. Tu vois, elle s'est rendue compte, et heureusement, c'est grâce à ta mamie à ta maman qui est juste partie, qui s'est intéressée. Mais on a plein de richesses comme ça. Elle regarde sur Google, elle me dit Nguer, mon beau-père, il dit, il y en a comme ça. Moi, dès qu'il y a du smog, de la poussière, je fais des publications où je dis Nguer. On tousse moins. C'est magique. Non, c'est la vie. Moi, mes 3 filles sont asthmatiques.
Et donc, dès que je sens quelque chose, on commence les Kenkelibanger de thé Gambi, je fais des petites recettes et mes filles sont adeptes au thé. Ouais. Genre, elles rentrent de l'école, on fait du thé. Elles sont des petites bourgeoises, quoi. C'est pas comme nous autres où on voyait pas le thé, quoi. Mais donc, voilà. Non, il faut vraiment leur inculquer que c'est possible et donc il y a tout ici. J'adore l'histoire d'une guerre là. Franchement, mais je me dis mais c'est magique. Non, maintenant on a toujours, si on n'a plus d'une guerre, genre c'est branle pas de combat à la maison quoi. Et maintenant on le trouve partout. Si on n'a pas le moyen de le faire pousser, il y a dans tous les supermarchés. Et même ce qui est fou, c'est que nous ici on peut le trouver quoi. Même limite. C'est ça, on peut l'arracher. Oui. Et quand tu vois qu'ils exportent ça en Europe à 5 € le paquet de moringa. Tu as vu les prix du moringa, c'est folie. Le bouille aussi, c'est des prix, des gros prix. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on en consomme maintenant avant que ce soit le nouveau super aliment à la mode. C'est pas déjà le cas. Comme l'açaï au Brésil, là, où d'un coup... Et maintenant, c'est cher. Ouais, c'est vrai, donc voilà. Non, mais exploiter ce qu'on a. Et effectivement, changer les habitudes petit à petit. Je sais que moi aussi, avec mes filles, à un moment donné, on s'est dit, donc du coup, le sucre, il faut qu'on fasse un peu la chasse, quoi. Oui. Et on n'a pas tout coupé, mais on a dit, bah voilà, la pâte à tartiner, c'est que le week-end. C'est ça. Et en fait, maintenant que la règle est claire, il n'y a plus jamais de débat le matin. Non. Si tu veux des tartines, c'est beurre, confiture, etc. Le week-end, tu peux. Oui. Mais juste pour pas changer toutes leurs habitudes. Non. Effectivement aussi, c'est des enfants. C'est moi-même, j'ai consommé de la pâte à tartiner. Voilà, et à foison. Mais de se dire, on essaye de limiter, de calibrer. Quoi. Et en fait, il faut garder ces petits plaisirs, mais ils doivent rester petits. Donc, il ne faut pas se couper de tout, sinon on va devenir à se flageoler, genre je ne peux plus. Alors que finalement, on peut, mais raisonnablement. On peut manger de tout en quantité raisonnable. Mais c'est ça qui est parfois difficile à faire comprendre. Quand je dis que le pain, si vous voulez vraiment du pain, vous ne devez pas dépasser, pour une femme, en tout cas adulte, pas 10 cm de pain par jour, pas plus. On n'en a pas besoin physiologiquement. C'est une baguette. Une baguette vinyle, ils tournent ça. Mais la réalité, c'est qu'ils en consomment beaucoup trop. Alors que tu te dis, mais si tu te martèles cette phrase, je dois manger pour vivre et pas vivre pour manger, ça va quoi, on y arrive. Et il faut se fixer cet objectif que je dois manger mieux pour ne pas être grabataire et à courir derrière mes enfants plus tard, quoi. Sinon, c'est autre chose. Ouais. Donc voilà. Sinon, nos enfants vont nous courir après, ce sera compliqué pour eux, quoi. On veut une qualité de vie pour eux aussi, Inch'Allah. Si Dieu nous prête longue vie, on voudrait faire mieux. Ouais. Donc, surtout qu'il y a quand même une tendance d'avoir des enfants plus tard aussi, donc il faut quand même pouvoir assumer sur la durée. Et donc c'est quoi, quels sont des exemples de petits déjeuners équilibrés qu'on peut donner aux enfants le matin, parce qu'il y a aussi souvent cette préoccupation quand même que ça aille vite. Vite, oui. Parce que l'école commence quand même relativement tôt, on n'a pas non plus envie de l'élever à 5h du matin, il y en a pour qui il y a pas mal de trajets. C'est ça. Donc est-ce qu'il y a des petits déjeuners un peu rapides, efficaces et sains Je te donne mon go-to ndeki pour les enfants, c'est du rouille. Ok. La bouillie 2000. Donc, on disait... Oui, alors le go-to petit déjeuner pour moi, c'est le rouille. La bouillie 2000. On le fait facilement. Ça se fait assez vite. En moins de 5 minutes, c'est prêt. Enfin, 5 à 10 minutes, quoi. Mais en fait, il faut juste prendre le bon temps pour faire les choses efficaces. Aller chercher du pain, tartiner et tout, moi, je n'ai pas le temps. Je fais tout toute seule. Maman de 4 enfants, là, faut que ça tourne. Et donc, la bouillie 2000... c'est facile, c'est rapide. Tu mets une cuillère de bouillie, parfois du moringa dedans, caché vite fait. Vite fait, comme ça, ils ont quand même tous leurs nutriments. Mais c'est rapide, c'est facile et c'est complet. Maintenant, c'est sûr qu'on peut faire des tartines, pourquoi pas du pain thon, pourquoi pas des œufs, mais ça prend du temps de faire tout ça. Et local, simple, oui. Donc voilà, l'idée c'est que le petit déjeuner doit être au plus complet. Ça doit avoir des glucides, des protéines, on doit avoir aussi hydrater les enfants. Faites-leur boire de l'eau avant de partir à l'école, des choses simples. Pourquoi pas donner du lait, parce qu'encore ils le digèrent assez bien. Remplacer par du bouilli, faire des petits jus. Par exemple, moi je presse du pamplemousse à mes enfants. Des petits trucs qu'on peut se donner les moyens de faire si on s'organise en fait. Donc même si on est pressé, il y a toujours moyen de laisser une place à l'organisation ou faire. Si on a des domestiques qui peuvent aider, pourquoi pas déléguer, mais essayer de faire au mieux, même pour le petit déjeuner, c'est primordial. Et sur les goûters, parce que ça, du coup, on disait c'est un gros sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chips, beaucoup de gâteaux. Je sais que moi, ma fille, dans son école, il y a une politique, pas d'emballage. Donc, ça veut dire que tu es obligé de ramener des produits qui n'ont pas d'emballage. Et normalement, si tu joues vraiment le jeu, tu es censé pas genre, prendre des produits avec emballage, enlever les emballages et les mettre dans la boîte à goûter. Tu es vraiment censé privilégier des produits, genre des fruits, justement des tartines, enfin des choses qui... fait maison. Du coup... Pareil, en termes de goûter, qu'est-ce qu'on peut privilégier qui soit à la fois facile à manger pour les enfants et sain? Comme tu l'as dit, quand il y a cette politique à l'école, c'est génial.
Malheureusement, dans les écoles, il n'y a pas toujours ces politiques. Et donc, les enfants, il y a cet effet de mode de faire comme tout le monde. Et même moi, comme parent, je tombe dedans. Je mets des biscuits, des trucs à emballage à mes enfants juste pour qu'ils ne se sentent pas largués. Et j'essaie de faire au mieux quand ils rentrent, au goûter quand ils rentrent. Mais comment faire mieux, par exemple, au lieu de mettre des jus de fruits qui sont bourrés de sucre et qui ne sont pas vraiment des fruits, mettre un vrai fruit. Mettre un biscuit, pourquoi pas si on doit mettre un biscuit, sinon une tartine, une confiture. Il y a encore des confitures qui sont plus saines. Il y a plein de marques sénégalaises qui proposent des confitures qui sont moins riches en sucre, donc pourquoi ne pas aller vers ça? Donc mettre tous ces aspects, à mettre un produit laitier, peut-être du yaourt si on peut, ou si l'enfant ne consomme pas du lait, mettre d'autres alternatives, faire des goûters, des gâteaux avec du bouilli. Maintenant, plein de pâtisseries locales font des petits biscuits pleins de produits locaux, que ce soit du bouilli, que ce soit du moringa, il y en a. Il faut aller vers ces produits-là. Et donc, essayer de diversifier. Maintenant, quand on a la politique à l'école, c'est très bien, mais quand on l'a pas, je fais un peu... Un jour, je fais, un autre jour, je fais pas, quoi. Mais l'idée, c'est de garder le bien-être de l'enfant au centre. Et c'est sûr que son bien-être serait qu'il en consomme moins. Ne pas les élaguer complètement, parce que c'est pas possible, quoi. Mais essayer de faire au mieux tout le temps. Et puis c'est vrai que c'est là, encore une fois, on voit que c'est une question d'habitude, puisque ma fille, dans sa classe, il y a des enfants d'autres nationalités qui, par exemple, vont consommer des carottes, des concombres, des tomates cerises au goûter, et ça leur semble normal, parce qu'ils ont été élevés comme ça. Tu fais ça dans l'école de mon enfant, on dit, mais elle sort d'où? C'est ça. Ou bien on va te dire, du verre, c'est du gnard, c'est pour les moutons. C'est des herbes, quoi. Ma fille de 4 ans, une fois, je mettais du basilic sur je sais plus quoi, elle me regarde, elle me dit... Maman, pourquoi on mange des feuilles? Bah voilà, et en fait c'est mental, pourquoi on mange des feuilles? On les drille, quoi. Le goûter, tu le dis, c'est aussi une question d'organisation, d'anticiper. Moi, je sais que j'avais demandé des conseils même à ma communauté sur Instagram en disant help. Déjà, en fait, moi, mon premier critère au-delà de l'alimentation, c'était que en fait les gâteaux transformés, c'est tellement cher. C'est beaucoup plus coûteux. Que en fait, voilà, 2 goûters par jour, 2 enfants, plus le temps passé. Et il y en a qui m'ont donné des conseils que maintenant j'applique aussi. C'est par exemple, le week-end, on fait des petits, de la pâte à gâteau qu'on met dans des petits moules, là. Voilà. Et après, soit tu gardes ça, soit tu congèles une partie et tu décongèles au fur et à mesure. Pareil, le pain, d'en acheter du pain au levain, pain complet et tout, plutôt que le pain de mie industriel, le congeler tous les matins ou la veille au soir, genre tartine, etc. Pour le goûter, parfois, je lui fais des sandwichs, beurre de cacahuète, banane, elle adore. Ça, Donc voilà, de remettre effectivement, et tu testes des choses. Et puis après, une fois que ça rentre dans ton habitude, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Les premiers temps, c'est un ajustement, après t'oublies, tu te dis, et puis une fois que ça devient dans les habitudes, tous les matins on se lève, on coupe des fruits, on met dans les boîtes, tac tac. Aussi simple que ça. Et maintenant elles se sont habituées à ça. Oui. En fait, il faut vraiment que les gens se driller à prendre les bonnes habitudes. C'est vrai que parfois c'est du travail, c'est de l'organisation, mais vaut mieux ça que de s'organiser parce que nos enfants sont malades plus tard ou nos enfants, on ne souhaite pas ça. Mais l'idée, c'est qu'il faut essayer de faire au mieux aujourd'hui. Et il faut se donner les moyens de faire au mieux. Parce que ne serait-ce que pour l'économie, tous les bonbons là, c'est un budget. Et 2 machallah, 3, 4, ça devient un gros budget. Mais comment s'en sortir? Il faut essayer de faire autrement. Moi, je te dis, depuis que je fais le rouille au petit déjeuner, tu gagnes du temps. C'est moins cher que tout ce qui est acheter du lait, acheter autre chose. Et les enfants sont nourris. Machallah. Donc, il faut juste essayer de trouver ce qui va faire au mieux pour les enfants. Et c'est à petite dose. On n'est pas obligé de faire le truc tip-top du jour au lendemain. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, essayons petit à petit de faire au mieux pour que nos enfants mangent mieux. Et effectivement, ne pas être non plus jusqu'au boutiste et de se dire, en fait, on fait au mieux au quotidien et on fait aussi avec ce qu'on a et avec l'emploi du temps du jour. C'est ça. Et tu m'as même confessé que parfois tu commandais des pizzas. Mais oui, les pizzas, il faut... En fait, si nos enfants n'en mangent pas, ils vont jamais savoir ce que c'est. De temps en temps, pourquoi pas? C'est pas tous les jours que j'ai le temps d'aller faire le repas tip-top. Même si mon organisation à la maison, c'est que la nounou cuisine le repas du midi, moi je fais le repas du soir. L'idée, c'est que tous les soirs, tu as même pas envie de rentrer dans la cuisine. Ben, voilà. Et donc, des pizzas de temps en temps, ça fait pas de mal. Par exemple, si on a 100% de repas sains, c'est pas viable. Il faut 20% de repas pas healthy, pas du tout. Et les 80%, voilà. Et les 80%, faire au mieux. Mais c'est vrai qu'il faut aussi, dans les repas healthy, on peut se faire plaisir. C'est ça. C'est encore une fois une question d'éducation, du palais d'habitude. Et au plus on habituera nos enfants à diversifier et à manger un certain type de repas, au plus eux-mêmes vont prendre du plaisir à manger ces repas-là.
Et au moins, on aura de problèmes aussi avec les enfants qui refusent de manger certaines choses ou qui ne veulent pas diversifier. Et tu disais, un des moyens aussi dans ces cas-là, ça peut être justement le cacher, le moringa dans le rouille, dans le yaourt, d'essayer de leur donner leur dose de vitamines. Autrement. Il y a des périodes où c'est genre pas de légumes, pas de fruits. Enfin, il faut essayer de trouver un peu les moyens de... Oui. Il faut le cacher ou rendre ça funny. Par exemple, les plus petits enfants, moi je sais que mon fils, les légumes maintenant, il a 18 mois, hein, mais il fait genre c'est overdose. Mais comment tu fais? Tu le caches. Dans les bouillies, tu fais de la soupe. Il adore les potages. Et donc, je fais des potages dans lesquels je rajoute un peu de beurre pour leur donner envie que ce soit pas juste légumes. Mais l'idée, c'est qu'il faut trouver des astuces. Et avec les enfants, il faut toujours réfléchir. Malheureusement, pour beaucoup d'enfants, ils mangent beaucoup de pâtes, beaucoup de pommes de terre, mais ils ne mangent pas de légumes. Ce qui fait que dans tous les foyers où tu vas, mon enfant est constipé, donne-lui des légumes, ça va lui changer la vie. Mais les gens ne font pas forcément le travail. Donc, il faut... parfois cogiter, comme ma fille qui n'aime pas le moringa. C'est tous les jours dans son grouille ou dans son fondé, mais elle ne le sait pas. Et moi, ce que j'ai trouvé avec mes filles pour la soupe, c'est qu'elles la boivent à la paille. Et du coup, ça les éclate. Voilà, c'est funny. Voilà, donc ça, c'était mon truc, donc je la délaye bien. Et donc, c'est toujours la soupe, mais comme c'est à la paille, ça les amuse, c'est donc plus elles rigolo. boivent. Voilà, il faut trouver des astuces. En fait, il faut qu'on joue, qu'on soit curieux et qu'on sache jouer de ça pour faire au mieux pour les enfants. Sinon, si on est trop carré, là, comme nos parents avant, on s'en sort pas et nous, on mange pas assez de légumes. Donc voilà. Mais ouais, je pense qu'en conclusion, c'est vraiment de se dire que en fait, il y a une éducation alimentaire à faire vis-à-vis de nos enfants, peut-être une rééducation alimentaire à faire à notre niveau, parce que aussi le monde évolue, qu'on est exposé à des produits auxquels on n'était pas exposé avant, et avant on se posait pas la question parce que juste c'était pas accessible. Maintenant que c'est là, comment on fait le tri entre ce qui est bon, ce qui est moins bon, et au plus on éduquera du coup nos enfants à manger correctement dès l'enfance, au moins ils seront exposés aux maladies, au risque de diabète, d'hypertension, de surpoids, toutes ces choses qui peuvent intervenir et au plus ils vivront en bonne santé. Avec une meilleure qualité de vie. Ils vivront mieux plus longtemps. Donc c'est tout, vivre mieux, c'est ça. Aider à vivre mieux plus longtemps et outiller. Outiller vraiment, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, les mamies, tout le monde, outiller le peuple à vivre mieux. Donc voilà. C'est ce qu'on se souhaite tous. Merci beaucoup. Merci Alix. Pour cet échange. C'était vraiment hyper intéressant. Merci. Même moi, j'ai appris pas mal de trucs que je mettrai aussi en pratique. Donc merci. Et puis j'espère que ça donnera des clés aussi et des outils pratiques aux parents et puis à tout le monde qui nous écoute pour se rendre compte que c'est possible. C'est faisable. C'est faisable. Et si vous voulez plus d'astuces, vivremieux.sn. Vivremieux.sn et sur Instagram aussi, plein de vidéos hyper pratiques sur des recettes, des idées, donc une mine d'or d'informations. Merci. Merci.